Bonjour à tous, c'est Alex de la ferme médicale. Aujourd'hui, nous sommes avec notre fondateur, Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Alex, bonjour à tous. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Raphaël de Pablo et je suis parti au Canada me former sur la production et la transformation de cannabis thérapeutique. Ce qui m'a fortement intéressé, c'était que c'était une solution naturelle très peu utilisée en France. Et j'ai constaté en fait qu'au niveau des chiffres du marché, c'était reconnu comme médicament depuis 1999 aux États-Unis, 2001 au Canada, et qu'aujourd'hui c'est un des compléments alimentaires les plus vendus. Donc c'est une solution qui m'a fortement intéressé et c'est pour ça que j'ai créé la ferme médicale. Est-ce que tu peux justement nous parler de la ferme médicale? Alors la ferme médicale, c'est une société avec une exploitation de 8 hectares de culture de chanvre et un laboratoire d'extraction avec des machines au CO2 supercritique qui nous permettent d'aller extraire l'ensemble des molécules de la plante pour proposer des solutions naturelles, efficaces et locales. Quel est le constat que tu as eu en te lançant sur le marché du CBD en pharmacie? Alors le constat aujourd'hui, après 4 ans en pharmacie, on se rend compte qu'il y a une forte demande des consommateurs. Les chiffres du GIE nous le démontrent avec un chiffre d'affaires de 5,7 millions en 2023 uniquement en pharmacie. Mais on constate également que les pharmaciens aujourd'hui ne conseillent pas ou peu les produits par manque d'informations et de recul. C'est un constat surprenant, mais réaliste. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'ai synthétisé toutes ces questions qui nous sont remontées de nos pharmaciens et nous allons y répondre aujourd'hui avec notre invité du jour, le Dr Claire Chauffour-Ader. Bonjour Dr Claire Chauffour-Ader. Bonjour Alex. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours? Alors je suis médecin et depuis plus de 30 ans, je travaille auprès de patients douloureux chroniques dans le milieu de la cancérologie ou dans le milieu des douleurs chroniques non cancéreuses. J'ai été responsable d'une consultation douleurs chroniques et aujourd'hui, je travaille dans un hôpital de jour de soins de support pour patients atteints de cancer. Pourquoi cet intérêt pour le CBD? L'intérêt pour le CBD est venu par les patients que je voyais essentiellement dans la consultation douleurs chroniques et qui m'indiquaient prendre du CBD. Et dans les années 2018, quand j'ai commencé à avoir ce retour des patients, je ne connaissais absolument rien au CBD, aux cannabinoïdes, et pour une raison très simple, c'est que les découvertes sont relativement récentes, deuxième moitié du XXe siècle et même fin du XXe siècle, et toujours en cours d'ailleurs dans certains domaines, et que nous n'avions pas eu d'enseignement universitaire ni sur le système endocannabinoïde et les endocannabinoïdes eux-mêmes, ni sur les phytocannabinoïdes. Alors comment est-ce que vous vous êtes formé sur le sujet? Eh bien, je suis allée vers la littérature scientifique de langue anglaise, puisque à ce moment-là, quasiment tous les articles concernant le CBD et les phytocannabinoïdes étaient écrits en anglais avec les grands noms de la science du cannabis qui sont Mechoulam, Pertwee, Rousseau. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ceux-là ont produit l'essentiel de la littérature scientifique sur le sujet et ont été à l'origine, en tout cas pour le professeur Mechoulam, de la découverte d'un certain nombre de récepteurs cannabinoïdes et de substances cannabinoïdes. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le CBD et comment peut-il nous aider? Le CBD est un des composants majeurs de la plante cannabis, mais dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui du bien-être, c'est de la plante Cannabis sativa sativa, qui est le chanvre. Donc, le CBD est un des composants principaux de la plante chanvre et est actif sur notre système endocannabinoïde précisément, qui est un grand système régulateur des fonctions principales de l'organisme, l'alimentation, l'appétit, le sommeil, la mémoire. Vraiment, c'est impressionnant de voir comment ce système endocannabinoïde est présent dans l'organisme, absolument dans tous les organes, essentiellement bien sûr dans le système nerveux pour les récepteurs dits CB1, mais également dans tous les grands autres systèmes de l'organisme. Donc le CBD a une action qui est une action complexe d'ailleurs, avec une action partielle sur les récepteurs aux cannabinoïdes, qui est une action relativement faible, mais il agit sur d'autres récepteurs qui sont par exemple les récepteurs au TRPV1, les récepteurs à la sérotonine, il agit sur le système sérotoninergique et sur une myriade
d'autres récepteurs qui vont être impliqués dans les mécanismes douloureux. On peut dire également qu'il agit aussi en favorisant l'action de nos propres cannabinoïdes, en renforçant la présence de nos propres cannabinoïdes dans l'organisme, notamment l'anandamide. Et est-ce que le CBD est la seule molécule intéressante dans le champ? Absolument pas. Il y a beaucoup d'autres molécules intéressantes, comme le cannabigérol, le cannabichromène. En fait, il y en a des dizaines. Certaines font l'objet d'études actuellement très poussées. Il y a des études bien sûr qui sont in vitro, des études qui sont in vivo sur l'animal, beaucoup, mais également des études cliniques qui sont en cours sur l'humain. Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt du CBD pour les personnes qui souffrent de douleurs? Les patients que j'ai rencontrés dans la consultation douleurs chroniques et qui me disaient prendre du CBD m'ont donc conduite à m'interroger sur comment est-ce que le CBD pouvait aider une personne en face d'une douleur. Je pense que oui, maintenant tout le monde sait que la douleur c'est vraiment un continent d'une grande complexité sur le plan anatomique, biologique, biochimique, et que pour répondre à ce défi de la prise en charge de la douleur, c'est intéressant d'aborder le symptôme sous différents angles. En fait, le CBD va agir sur les récepteurs aux cannabinoïdes, mais va agir surtout sur des systèmes modulateurs de la douleur, va renforcer les systèmes inhibiteurs de la douleur, va avoir une action anti-inflammatoire et va permettre donc l'augmentation des endocannabinoïdes circulants pour améliorer le bien-être des patients. Nous sommes dans ce contexte-là, dans le contexte du bien-être. Les effets sur le sommeil, par exemple, sont des effets qui sont majeurs. Il y a énormément de travaux scientifiques aujourd'hui sur le lien entre douleur et sommeil. Et on sait qu'un trouble du sommeil, c'est d'ailleurs même des fois des modèles expérimentaux, c'est-à-dire qu'on crée un trouble du sommeil et cela va déclencher des problèmes douloureux chez les patients très très rapidement, chez les personnes très rapidement. Et donc les troubles du sommeil sont très fréquents dans les phénomènes de douleurs chroniques et le CBD a une action sur le sommeil en renforçant les cycles réparateurs du sommeil. Existe-t-il des effets secondaires à l'utilisation du CBD? Peut-il être utilisé en parallèle d'un traitement médicamenteux? Alors là, vous abordez en effet une question très importante, en particulier pour les pharmaciens, bien sûr pour les médecins aussi, puisque CBD bien-être, certes, mais qui dit efficacité, dit aussi possibilité d'avoir des effets à côté qui sont des effets à surveiller. Le CBD, lorsqu'il est pris de façon correcte en termes de dosage, personne n'aura jamais de problème dans le monde du bien-être et du dosage préconisé dans le monde du bien-être. On n'aura généralement aucun problème. Les problèmes qualifiés éventuellement d'effets secondaires, c'est le terme que vous avez utilisé, oui. Alex, c'est ça. Les problèmes qu'on peut avoir sont effectivement généralement liés plus à des problèmes donc, de dosage qui ne sont pas corrects ou plus au fait que les personnes prennent des médicaments à côté. Et donc votre question concerne aussi les interactions avec des médicaments. Oui. Et là, vous soulevez effectivement le point, je pense qui est le point le plus important pour les pharmaciens et les médecins, c'est de comprendre que c'est donc une substance active et qui, notamment, par elle-même, est un inhibiteur enzymatique, c'est-à-dire va jouer sur des systèmes de transformation des médicaments au niveau du foie. Est susceptible donc en effet d'induire des interactions médicamenteuses. Avec, dans un cas par exemple, lorsqu'on est sur une inhibition des cytochromes P3A4, cette sous-unité du P450 avec des médicaments comme les antimycotiques, les macrolides des antibiotiques ou les anti-VIH, une possibilité d'avoir à diminuer les prises de CBD parce que voilà, il y a des interactions entre ces systèmes. Et en fait, presque, bon, pas tous les médicaments, mais lorsqu'ils sont pris par la bouche et vont donc être passés dans la circulation digestive, passés par le foie, c'est ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique, vont être soumis à l'action de ces enzymes du système des cytochromes P450. Et donc c'est là que c'est quand même important d'avoir une idée. Est-ce que le médicament
que la personne prend est un inducteur ou un inhibiteur de ces cytochromes pour avoir une idée de est-ce que finalement il y a un risque d'interaction ou pas. Ça, c'est vraiment le gros point avec la prise de CBD. Mais je vais nuancer cet aspect-là parce que quand même, dans le domaine du bien-être, les recommandations limitent le nombre de milligrammes recommandés. Et donc, quand même, toutes les interactions qui ont été observées ont été observées dans les études, avec des études où les doses de CBD étaient quand même très élevées. Donc, d'une part, si on a un respect d'une dose dans le bien-être, recommandée dans le bien-être, et d'autre part, peut-être des prises de CBD à distance des prises de médicaments, on peut, susceptible de générer une interaction, on peut probablement contourner ce problème. Beaucoup de mes collègues outre-Atlantique ou outre-Manche, qui sont dans des conseils de prise de CBD, puisqu'en France ça n'existe pas vraiment actuellement pour les médecins, disent que c'est ce qu'ils recommandent à leurs patients. C'est de prendre vraiment à distance au moins 2-3 heures d'une prise de médicaments et de respecter, de limiter en quelque sorte le dosage du CBD. Mais j'ajouterais que quand même il y a des situations, en particulier avec les médicaments anti-rejet de greffe, les médicaments anti-VIH, les anticoagulants, il faut quand même être prudent. Je crois que la prudence s'impose et le monitorage par le pharmacien ou le médecin est très important. Est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres recommandations avant d'utiliser le CBD? Évidemment, ce n'est pas du tout recommandé si on a une maladie hépatique. Ça, c'est une chose très importante aussi. Si on se sait atteint d'une maladie hépatique, compte tenu justement de la transformation du CBD dans l'organisme, de son passage par le foie, etc., il faut être très, très, très prudent. D'autre part, bien sûr, le CBD ne sera jamais utilisé chez une femme enceinte, chez une femme allaitante et chez les enfants. Ça, c'est absolument déconseillé. Enfin, personne ne peut conseiller ça, ni un médecin, ni un pharmacien, évidemment, en sachant que naturellement, le produit étant largement répandu, il y a peut-être des gens qui ont cette tentation, mais un pharmacien et un médecin doivent strictement déconseiller la prise de CBD, y compris bien-être, on est d'accord, on est vraiment dans ce registre-là, doivent strictement déconseiller ça. Comment est-ce qu'on détermine le dosage optimal et le bon produit à base de CBD? Alors, le bon produit, je vais peut-être commencer par là. Le bon produit à base de CBD, déjà le produit qui sera bien contrôlé, c'est-à-dire que la personne sait qu'elle va acheter un CBD qui contiendra ce que le fabricant annonce. Il y a eu énormément d'enquêtes et d'études, que ce soit en France ou à l'étranger, qui ont débouché sur le constat que qu'il y avait de gros décalages parfois entre ce que la boîte qui était vendue annonçait comme composition et ce qu'ensuite la chromatographie ou toutes les méthodes d'analyse du produit pouvaient montrer. Donc c'est absolument essentiel d'aller vers des produits qui sont très contrôlés. Évidemment, l'idéal, c'est le contrôle de la graine à l'étagère, c'est-à-dire avec un produit qui répond à toutes les normes de qualité et les normes légales aussi au passage, bien sûr, sur le type de chanvre utilisé pour en extraire le CBD. D'autre part, sur la qualité du produit, il y a beaucoup aujourd'hui d'études sur ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Dans une plante contient énormément de substances. La plante contient ces substances pour son propre fonctionnement et c'est avec l'idée qu'elle puisse se défendre contre les attaques de bactéries, de virus, qu'elle puisse résister aux changements climatiques, etc., etc. Donc ce sont des molécules qui ont tout un intérêt et quand elles sont mises ensemble, elles ont des interactions en elles qui vont faire que finalement l'effet de toutes ces molécules ensemble sera supérieur à la somme des parties en quelque sorte. C'est-à-dire le fonctionnement conjoint de toutes ces molécules associées a un intérêt qui est supérieur à simplement la somme de chaque molécule prise séparément. Voilà. Donc l'idée du full spectrum ou du broad spectrum est quelque chose qui fait gagner en termes d'efficacité. Donc c'est ça, quand vous parlez de la somme des actifs, vous parlez du spectre complet. Voilà, c'est ça. Par exemple, les terpènes qui sont contenus dans le chanvre
C'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans les huiles essentielles, par exemple, et dans l'efficacité de certaines huiles. C'est que dépendamment du type de terpène contenu, on peut avoir un effet anti-inflammatoire, un effet plus sédatif. L'idée que toutes ces molécules ensemble, le totem de la plante, est plus intéressant que chaque molécule prise isolément, c'est une réalité. Cet effet d'entourage est très, très étudié, en particulier par le docteur Russo, Ethan Russo, qui travaille beaucoup là-dessus. Et tout ce qu'il écrit est très intéressant sur le sujet. Pour en revenir à la question que vous posez sur la dose, quelle bonne dose, c'est important de comprendre que le système endocannabinoïde est un système qui est comme les empreintes digitales. En fait, chacun a le sien. Et donc, il y a une grande variabilité interindividuelle. Et du reste, même pour un individu lui-même, si on prend un seul individu, dépendamment des situations dans lesquelles il se trouve, ses besoins peuvent être assez différents. Actuellement, en France, dans le bien-être, la limite est plutôt de 50 mg par jour, mais qui ne seront jamais pris en une seule fois. De toute façon, on a tendance, et ça c'est vrai en médecine, dans d'autres situations aussi, on est habitué à ce raisonnement-là, c'est de dire start low, go slow, c'est-à-dire vraiment démarre bas et va doucement, c'est-à-dire avec un principe de titration, qui est vraiment la recherche de la dose efficace la plus petite, celle qui générera le moins de problèmes. Et donc on peut démarrer par exemple à 5 mg par jour, quand les patients veulent commencer, puisque en fait ce sont souvent eux qui posent la question, mais comment est-ce que je peux le prendre? Et donc la question qu'ils vont poser aussi aux pharmaciens, comment est-ce que je peux le prendre? En tout cas, dans le registre d'activité qui est le mien, je leur dis toujours, vous pouvez plutôt commencer le soir. Il faut savoir justement que les patients, par exemple, atteints de douleurs chroniques, peuvent être des patients qui prennent déjà beaucoup de médicaments. Donc, c'est là aussi que la surveillance sera intéressante, parce que, ok, ils vont prendre des antalgiques comme du paracétamol ou des anti-inflammatoires, mais après, ça peut être aussi des antidépresseurs qui sont utiles dans la douleur. Et effectivement, là, ce n'est pas exempt éventuellement d'effets secondaires, si on peut dire. Par exemple, l'autre jour, j'ai une collègue qui m'a interrogée parce qu'elle avait une patiente qui prenait du CBD, mais qui prenait en même temps un antidépresseur dans un contexte de douleur cancéreuse. Et elle me dit, mais la patiente se plaint de maux de tête. Et donc je lui ai dit, bon, ça c'est vraiment très important d'aller vérifier en fait si ces maux de tête datent juste maintenant de la prise ou si elle en avait avant. Elle me dit, non, c'est depuis... en fait, là, qu'elle prend CBD, antidépresseur, mais en réalité, la patiente avait commencé à avoir des maux de tête avec son antidépresseur, et c'est un effet secondaire classique de ce type d'antidépresseur. Et là, le CBD, effectivement, a peut-être un peu majoré cet effet secondaire de l'antidépresseur. Et donc, je lui ai dit, là, peut-être, c'est vraiment intéressant, déjà, d'arrêter complètement le CBD, de faire une pause, de voir ce qui se passe, et puis de le réintroduire, peut-être vraiment à distance de l'antidépresseur, et de voir ce qui se passe. En tout cas, si on reste dans cette logique de faire une titration, c'est-à-dire on démarre doucement, on va lentement, le patient peut tenir un journal éventuellement, et puis faire des augmentations de dose peut-être tous les 3-4 jours, et voir ce qui se passe, il n'y aura pas de problème. Parce que de toute façon, le CBD, comme d'ailleurs l'a déclaré l'OMS, le CBD est un produit qui est sûr. Il n'y a pas d'action sur les centres respiratoires, par exemple. Et donc, il n'y a pas de risque létal, il n'y a aucun risque. Et quand on est dans le domaine du CBD bien-être, il n'y a strictement aucun risque. Si les patients se plaignent, enfin, ou les personnes qui prennent du CBD se plaignent de douleurs abdominales, d'une certaine fatigue, etc., il y a peut-être d'autres facteurs. Soit, effectivement, elles ont peut-être pris d'emblée une dose trop importante, mais peut-être aussi que c'est lié à d'autres choses. De toute façon, quelqu'un qui ne dort pas, par exemple, est quelqu'un qui va être fatigué. Et si il arrive à améliorer son sommeil, et moi j'ai des exemples, par exemple, de personnes qui ont pu me dire « mais vraiment, quand j'ai pris du CBD, je ne m'y attendais pas, et j'ai dormi comme jamais je n'ai dormi depuis des années, j'ai enfin fait une nuit complète. » Et le matin, j'étais vraiment reposée, restaurée.
Je me suis couchée, je me suis réveillée, j'étais en grande forme, il n'y avait aucun brouillard, j'étais très claire, je pouvais faire ma journée. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas d'effet psychoactif ou d'effet musculaire qui fasse que les gens se sentent ramollis ou flous ou je ne sais quoi. Donc, respecter ce démarrage à dose relativement basse, augmenter progressivement, faire attention en effet à ces interactions médicamenteuses, mais tout en sachant aussi que sur les doses qui sont les doses recommandées dans le bien-être, quand même il y a vraiment peu de risques. En tout cas, de ce que je peux constater moi avec les personnes que je reçois, et bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent du CBD sans avoir rien demandé à personne, hein, n'est-ce pas? Je constate très peu de problèmes, mais c'est des fois intéressant parce que ça permet aussi de vraiment faire un point et pouvoir conseiller, en particulier de dire « Ok, qu'est-ce que vous prenez comme type de CBD? Comment est-ce que vous le prenez ?» Puisque bien sûr, on va surtout parler de CBD par voie orale parce que, en tout cas, bon, fumer, ça c'est hors de question. Sur le plan de la santé, enfin là, vous interrogez un médecin. Moi, je ne peux pas dire il faut fumer. Non, c'est strictement interdit de fumer. Voilà. D'autres choses peuvent se discuter, mais la forme orale est la forme la plus physiologique, la plus naturelle, et donc c'est généralement comme ça que c'est pris. Et donc, c'est intéressant après de faire le point. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de sommeil et qui va prendre de la tisane et boire beaucoup le soir, ça peut être un peu problématique. Pourquoi? Parce qu'il va se lever dans la nuit et ça va le réveiller pour aller aux toilettes. Donc, on va dire, non, prenez plutôt une huile et puis ou vous arrêtez de boire à 20h, etc. Mais je dois ajouter d'ailleurs qu'en cas de problème de sommeil, si on est médecin, on doit s'intéresser à la nature du problème du sommeil. Et même si, comme je l'ai indiqué, douleur et sommeil, c'est par exemple très très lié, ou sommeil et douleur, on peut des fois avoir des personnes qui ne dorment pas bien parce qu'il y a un problème d'hygiène du sommeil ou parce qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil. C'est toujours important de rester dans sa fonction. Et si un patient vient, même auprès du pharmacien, il faut quand même que, bien sûr, le pharmacien ait un minimum de renseignements sur la situation du patient et soit en mesure de l'orienter pour faire un point vraiment global de la situation, et pas uniquement du conseil, je dirais, sur le CBD. Combien de temps est-ce que le CBD reste-t-il dans le corps? Votre question m'amène à un commentaire, c'est l'effet cloche avec le CBD. C'est-à-dire qu'en effet, avec la titration, on augmente progressivement le dosage, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un point où le fait de continuer à augmenter ne va pas apporter de bénéfices supplémentaires. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour la question précédente en fait. Si je reviens à votre question, combien de temps est-ce que ça reste dans le corps? On va faire peut-être la différence entre déjà la durée, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié du produit est éliminé de l'organisme, et principalement d'ailleurs les métabolites sont éliminés dans les selles, c'est entre 24 et 48 heures. Cette grande variabilité individuelle que j'évoquais. Maintenant, si on parle de l'activité même du produit, on dira que généralement, c'est efficace à peu près pendant 6 heures, en moyenne à peu près pendant 6 heures, tout en redisant qu'il existe une très grande variabilité interindividuelle et même pour un individu. Alors, vous avez parlé de la voie orale. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'administration qui sont efficaces pour le CBD? Bien sûr. Alors, la vaporisation, qui n'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment, ça demande du matériel particulier bien sûr, mais en tout cas c'est mieux que de fumer, ça c'est très clair. Une voie qui peut être intéressante à condition de n'avoir aucun problème respiratoire par ailleurs, etc., etc. Et ça agit assez vite, mais ça demande beaucoup de matériel. Comme je l'indiquais, la voie orale est la plus physiologique. Après, on a la voie cutanée. La voie en massage, en application aussi maintenant peut-être de patch, etc. C'est quelque chose il y a des études qui montrent l'efficacité de cette voie d'administration. Est-ce qu'il existe différentes qualités de CBD et est-ce que du coup ça a un impact sur son efficacité? Des qualités, alors moi je crois que le plus important en termes de qualité, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que la personne qui prend un produit à base de CBD, et normalement ça doit être le cas en pharmacie, c'est que le pharmacien est capable, si la personne interroge sur le produit, est capable de donner toutes les informations parce que les informations seront validées.
Voilà. Il n'y aura pas de hiatus entre ce qui est annoncé sur une composition et ce qu'il y a réellement dans un flacon ou une gélule. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Après, on a évoqué un peu plus en amont la question de l'effet d'entourage et l'idée que si on fait un extrait, alors l'extrait au CO2 évidemment est le plus pur, entre guillemets, puisqu'on n'a pas de résidus de solvant, versus d'autres méthodes d'extraction. Donc on retrouve cette même question avec les huiles essentielles. Voilà. Ça, c'est très important. C'est vraiment la meilleure méthode d'extraction aujourd'hui. Et en faisant cela, on arrive à extraire l'ensemble des composés chimiques de la plante qui, en elle, et par l'effet d'entourage dont on a discuté, permettent d'avoir le maximum de bénéfices. Tout à l'heure, vous avez parlé d'effet d'entourage. Est-ce qu'on peut parler d'effet d'entourage avec le spectre large, autrement appelé le broad spectrum? Avec le spectre large, on n'a évidemment pas cet effet d'entourage puisque le produit est débarrassé, entre guillemets, de certaines substances. Et donc, l'effet d'entourage, on va le retrouver avec le full spectrum ou le spectre complet. Alors, docteur, par rapport au CBD, est-ce qu'il y a une durée d'utilisation que vous préconisez? Alors, on va faire les choses petit à petit avec les utilisateurs, puisque généralement, quand un usager cherche à prendre du CBD, c'est dans un contexte de problématique. Là aussi, les enquêtes le montrent, stress, anxiété, troubles du sommeil, douleurs, etc. Et que sur le plan médical ou le pharmacien, on va essayer d'avoir une vision quand même assez globale de la situation du patient pour voir si c'est un problème très chronique. On sait qu'en général, dans les situations très chroniques, on aura besoin d'une prise qui est relativement plus longue que dans une situation aiguë, pour arriver à remettre un fonctionnement harmonieux. On l'a évoqué à plusieurs reprises, le système endocannabinoïde est un système de régulation, de modulation des fonctions physiologiques de l'organisme, un système d'ailleurs très très complexe. Et donc probablement, l'idée c'est de dire que lorsque le patient a atteint un certain niveau de confort, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de prolonger indéfiniment, et il est peut-être plus intéressant d'arrêter et d'y revenir en cas de déséquilibre qui s'installe à nouveau. Et aujourd'hui, est-ce que vous conseillez l'utilisation du CBD à vos patients? Alors, quand on est médecin, on a plusieurs possibilités. On ne peut conseiller que ce que l'on connaît, c'est-à-dire que si on a une bonne connaissance d'un produit, d'une substance, ce qui est le cas aussi dans la phytothérapie, où on peut être amené à conseiller énormément de choses, mais si on parle du curcuma, il y aura aussi des risques d'interaction et de respect, je dirais, de certaines précautions d'emploi. Donc c'est exactement comme dans d'autres solutions complémentaires, où si on a une bonne connaissance de ce que l'on conseille, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et en ayant ce regard qui est un regard de la vraiment globalité de la situation de la personne, je crois qu'on peut être tout à fait en mesure de conseiller du CBD. Et selon vous, est-ce que le CBD a sa place en pharmacie? Alors oui, le site d'ailleurs Amélie de la Sécurité sociale indique bien, il y a une fiche sur le CBD, et le site de la Sécurité sociale indique bien qu'il est vraiment recommandé de s'adresser aux pharmaciens pour prendre du CBD. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter peut-être? Immédiatement, je dirais que nous sommes dans une période où, comme vous l'avez évoqué en début d'entretien avec M. De Pablo, nous sommes dans une période où l'intérêt pour le CBD est grandissant, où les médecins de ma génération, les pharmaciens les plus âgés de ma génération aussi, n'ont reçu aucun enseignement sur ni le système endocannabinoïde, ni les phytocannabinoïdes, et que c'est absolument indispensable de se former, car le système endocannabinoïde est un très grand système homéostatique de l'organisme,
Ce n'est pas du tout un système secondaire, donc il est vraiment très très intéressant d'approfondir ses connaissances sur le sujet. Et je pense que l'avenir donnera raison sur l'utilisation des cannabinoïdes. Alors, nous allons finir sur ces belles paroles. Merci, docteur Claire Chauffour-Adair, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci aussi à nos pharmaciens d'avoir pu faire remonter vos interrogations et d'avoir fait avancer l'information sur le CBD. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions si vous êtes pharmacien ou utilisateur de CBD. Nous y tâcherons d'y répondre avec notre prochain invité dans notre prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux et à consulter le site de l'Affaire Médicale pour toute autre information. Merci encore pour votre attention et votre temps. À bientôt.